On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, qui est le SRD. Et déjà, je vais vous donner quelques informations. L'AMF conduit aussi régulièrement des études pour mieux connaître les épargnants, les investisseurs. Et notamment, en octobre 2020, on a conduit une étude auprès d'investisseurs. Et 61% d'entre eux, pour ceux qui détenaient des actions en direct, connaissaient le SRD. Et 10% de l'ensemble de ces actionnaires l'utilisaient. Donc, ça me semble un chiffre qui est quand même non négligeable, mais un certain nombre de questions qui remontent à notre plateforme InfoService ou de cas qui remontent en médiation montrent que certains aspects du SRD ne sont pas toujours connus, d'où le souhait de notre part de traiter ce sujet ce soir. On mène par ailleurs des visites mystères ou des tests consommateurs, et dans nos derniers tests consommateurs sur Internet, on a vu que les intermédiaires ne mettaient pas toujours en avant dans les parcours de souscription les risques et les conséquences du SRD. Donc, ça nous semble vraiment important de bien vous informer dessus. Et donc, je vais d'abord passer la parole à Aldo, qui ensuite échangera avec Marielle. Merci Florence. Bonsoir à tous. Alors, je dois dire que je fais partie des 61% qui connaissent le SRD, mais je ne fais pas partie des 10% qui l'utilisent. Donc, j'en ai une connaissance qui est surtout théorique, mais aussi pratique parce que j'échange avec pas mal d'entre vous qui ont parfois connaissent des mésaventures, ou alors qui sont des aficionados du SRD. Alors, le SRD, pour ceux qui s'en souviennent, a remplacé le règlement mensuel, qui était vraiment une spécificité française. Il l'a remplacé il y a un peu plus de 20 ans maintenant, c'était en septembre 2000. Et comme le règlement mensuel, le SRD permet d'acheter ou de vendre des actions à crédit. Crédit qui est une notion très importante, en rapportant le règlement de l'opération à la fin de chaque mois boursier. Le mois boursier, je vous le rappelle, il se termine 4 jours de bourse avant la fin du mois. Donc, il ne se termine pas exactement, jamais le même jour. Alors, dans le service de règlement différé, on parle de dénouement de position. Il n'y a pas d'échange réel d'actions, mais on s'engage à acheter ou à vendre à un prix défini à la date mensuelle de dénouement. Alors, toutes les valeurs ne sont pas éligibles au SRD. Il y a un certain nombre de critères. En fait, il y en a deux critères d'entrée. Il faut que la capitalisation boursière de la société soit supérieure à 1 milliard d'euros. Et il faut que le volume d'échange quotidien, ça c'est une notion très importante, soit d'au moins 1 million. 500 000 euros pour les valeurs étrangères, mais il n'y en a plus beaucoup malheureusement qui sont cotés à Paris, ou alors à partir au SBF 120. En revanche, il y a 2 critères de sortie. Si la capitalisation boursière passe sous les 500 millions, et si le volume d'échange quotidien passe sous les 500 000 euros. Alors, quand une valeur remplit les critères d'entrée, elle y rentre au bout de 4 semaines, c'est automatique. En revanche, si elle ne les remplit plus, elle en sort qu'une fois par an. C'est pour éviter des entrées et des sorties intempestives. Une valeur peut passer sous le milliard d'euros de capitalisation boursière pendant l'année et puis remonter au-dessus. Donc, elle n'est pas affectée par une perte de critères dans l'immédiat. Alors, il y a à peu près 130 valeurs éligibles au SRD sur la place parisienne qui peuvent être achetées et vendues à découvert. Alors, il y a à côté du SRD ce qu'on appelle le SRD long only, c'est-à-dire que c'est dans le langage boursier très influencé par les termes anglo-saxons, être long ou long sur un titre, ça veut dire qu'on l'achète pour le long terme. Donc, le SRD long only, les actions ne peuvent être qu'achetées, elles ne peuvent pas être vendues à découvert, et du coup, les critères sont quand même beaucoup plus souples, puisque on n'a pas besoin d'appartenir au SBF 120, et il faut une liquidité minimale quotidienne de 100 000 euros. C'est pour ça que vous trouvez dans le SRD long only tout un tas de valeurs comme Chargeur, Clara Nova,
Adocia pour des valeurs relativement modestes, et puis des valeurs beaucoup plus importantes comme Elior ou Mercialis. Alors, comme je disais au début, il y a une notion très importante dans le SRD, c'est le crédit, la notion de crédit. Alors, le crédit, comment ça marche? Comme je vous l'ai dit, le dénouement des opérations, c'est-à-dire le paiement pour les achats et les encaissements pour les ventes, ne se fait qu'à la fin du mois boursier. Vous pouvez acheter ou vendre la même action pendant le mois boursier sans débourser d'argent. Si le prix de vente est supérieur au prix d'achat, vous en gagnez, vous gagnez de l'argent. Si le prix d'achat est supérieur au prix de vente, vous perdez. Alors, entre la date d'achat et la date de vente, vous avez bénéficié d'un crédit. Et ce crédit, il n'est pas gratuit. Il y a une commission de règlement différée qui est perçue, elle est calculée par chaque intermédiaire financier et le taux varie au jour le jour et augmente plus vous gardez longtemps la position. Alors, cette notion de crédit fait que si vous voulez réellement acheter les titres, vous ne les paierez qu'à la fin du mois. Mais si vous vendez les titres, vous ne toucherez votre argent également qu'à la fin du mois. C'est un élément qu'il faut garder en tête. Autre élément très important, c'est la notion de couverture. La couverture, en fait, c'est une garantie que vous donnez à l'intermédiaire financier quand vous demandez à avoir accès au SRD. Cette couverture, elle vous permet d'acheter des titres dans une certaine limite pour une valeur supérieure au montant de vos avoirs. En fait, c'est le levier dont vous disposez. Alors, cette couverture, elle est fonction des titres des actifs que vous avez en portefeuille. Ça peut être des actifs liquides, des liquidités ou des EPCVM monétaires qui vous donnent droit à investir 5 fois leur montant. Ça peut être des obligations ou des OPCVM obligataires qui vous donnent droit à investir 4 fois le montant détenu. Et puis des actions françaises uniquement, pas étrangères. Des actions françaises ou OPCVM actions qui vous permettent d'investir 2,55 fois les actions détenues. Prenons un exemple simple. Vous avez un portefeuille de 50 000 euros qui est constitué de 10 000 euros de liquidités, 10 000 euros d'obligations et 30 000 euros d'actions françaises. Vous pourrez acheter pour 166 500 euros d'actions. Alors, 166 500 euros, c'est 10 000 fois 5, 10 000 plus 10 000 fois 4, plus 30 000 fois 2,55. Alors, si votre investissement augmente de 5%, tout va bien. Grâce à vos 50 000 euros d'actifs, eh ben vous avez pu acheter 166 500 euros d'actions et vous avez gagné 8 325 euros. 5% de 166 500, ça fait 8 325. Le problème, c'est si vous avez perdu 5%. Cette perte de 8 325 euros sera retirée de vos liquidités. Donc, vous aviez 10 000 euros de liquidité quand vous avez investi. Il ne vous en reste plus que 1 675. Et là, problème, parce que votre couverture, elle devient de 1 675 euros x 5 pour les liquidités, plus 10 000 x 4, plus 30 000 x 2,55, ça vous fait 124 875 euros de possibilités d'investissement. Or, vous avez acheté pour 166 000 et quelques euros d'argent, d'actions. Donc, vous avez un trou un peu plus de 41 000 euros, 41 625 euros dans votre couverture. Et donc, l'intermédiaire financier vous dit, madame ou monsieur, il faut combler ce trou. Donc, soit vous reversez des liquidités pour remettre votre niveau de liquidité à zéro,
soit vous vendez des actions que vous avez réellement, dans les 30 000 euros d'actions, d'ailleurs ça ne vous suffira pas, vous les vendez pour combler, vous devrez vendre aussi des obligations, ou soit vous allégez votre position sur les actions que vous avez, sur lesquelles vous avez investi. Sur la vente à découvert, le mécanisme, c'est le même, sauf à l'inverse. Vous pouvez vendre des titres que vous ne possédez pas, dans l'espoir que les cours vont baisser et que vous pourrez les racheter à l'échéance moins cher, et ainsi, au moment de la liquidation, vous serez crédité de la différence. Alors, c'est une technique très décriée parce qu'elle est assimilée à la spéculation. Mais en fait, spéculation parce que, en fait, elle permet de gagner de l'argent quand les marchés baissent. On a beaucoup connu ça à l'époque d'éclatement de la bulle Internet ou lors de la crise des subprimes. C'est vrai que quand une tendance baissière est très claire, très nette, la tentation est très forte d'avoir recours à la vente à découvert. Maintenant, il faut quand même reconnaître que c'est une technique qui peut s'avérer très utile en matière de couverture de portefeuille. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été instituée. Bon, il arrive aussi que quand il y a une très forte volatilité et quand il y a des fortes baisses, on l'a vu au moment de l'éclatement de la bulle, de l'affaire des subprimes, que le régulateur, l'autorité des marchés financiers, peut interdire sur certaines valeurs ou sur certains secteurs la vente à découvert. Une société peut aussi demander que la vente à découvert soit interdite sur ces titres. Alors, pour finir, le jour de la liquidation, le 4e jour avant la fin du mois boursier, plusieurs cas peuvent se présenter à vous. Vous avez acheté des titres, mais vous les avez vendus également pendant le mois boursier. Votre position est soldée, il ne se passe rien. Pareil, vous avez vendu des titres, puis vous les avez rachetés pendant le mois boursier. Votre position est soldée, donc il ne se passe rien non plus. En revanche, vous avez acheté des titres que vous n'avez pas vendus. Au moment de la liquidation, vous pouvez les acheter. Ou si le cours est inférieur au prix d'achat, vous pouvez les reporter. Vous avez acheté une action à découvert à 100 €, elle ne vaut plus que 90 € le jour de la liquidation. Vous considérez que c'est une baisse passagère, que votre pari est le bon, qu'elle va remonter le mois suivant. Vous reportez. Donc, vous allez prolonger le coût du crédit et vous allez payer en plus une commission de report. Donc, il faut tenir compte de ces deux coûts. Pareil, vous avez vendu des titres que vous n'avez pas achetés au moment de la liquidation. Vous devez les acheter et cet achat est automatique en l'absence d'instruction à l'intermédiaire. Ou, de la même manière, vous pouvez les reporter. Et là aussi, ça entraîne une commission supplémentaire. Donc, voilà en gros, très, très schématiquement, le principe du SRD. Mais donc, comme je vous l'ai dit au début, je ne suis pas un utilisateur de cette technique parce que je me sens quand même un petit peu mal à l'aise avec toutes les modalités techniques qui l'entourent. Mais je pense que Madame la médiatrice ou le médiateur de l'AMF est souvent sollicité par des épargnants. Et donc, Marielle, je présume que ces épargnants vous interrogent parce qu'ils ont eu des mésaventures. Et moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est